merci beaucoup. Donc les forums de la montagne durable, c'est des conférences sous le format forum qu'on organise depuis 3 ans au sein de la MEDTI sur différentes thématiques. Vous avez vu le programme complet, on traite de l'environnement, on traite de l'aspect social avec le handicap, etc. On parle de l'eau comme aujourd'hui, on va parler le 3 juillet de la flore alpine. Et l'idée, c'est qu'un expert sur le sujet présente pendant une vingtaine de minutes le sujet du jour, en l'occurrence le cycle de l'eau en montagne, et en particulier à Tignes, parce que Jordan connaît bien le sujet, il est chargé de projet transverse au sein du pôle transition du territoire. Et je vais lui laisser la parole, et après l'idée c'est d'échanger en fait. Là c'est vraiment un forum, donc c'est d'échanger, de proposer des idées aussi pour avancer collectivement sur des problématiques qui nous touchent tous. Et donc ce forum est enregistré avec Boris, notre chargé de communication, et il sera en replay après sur le site de la mairie et sur la chaîne YouTube de la mairie également. Et à la fin, on aura un petit pot à vous proposer avec des petites madeleines. S'il en reste, attention. On va le chercher, j'avais du stock, mais voilà. Je ne pensais pas qu'il allait avoir autant de monde. Donc voilà, merci Jordan, à toi. Olivier, tu voulais dire un mot? Non, mais rien de plus. Laura a tout dit, juste que c'est la saison 3 effectivement, de ces forums et que c'est l'occasion de partager. On sait toujours que pour mieux protéger, c'est quand on mieux connaît, donc on fait intervenir des personnes extérieures. Et puis chez nous aussi, on a des personnes qui sont qualifiées pour évoquer certains sujets. Après, Laura parlait d'experts. Oui, Jordan aussi, quand même, une certaine expertise sur le domaine de l'eau, qui est avérée, qui est un enjeu. On en parle de plus en plus au niveau national et au niveau local. Il y a des énormes enjeux de sécurité, de préservation, mais même à long terme de gestion d'eau. Et voilà, c'est fort pour nous, ça nous permet d'avancer. On partage et en même temps, ça nous permet de travailler ces sujets. À chaque fois que c'est une présentation, ça nous oblige à creuser, à se renseigner et à grandir, en tout cas, dans la manière dont on veut créer le team de demain. Voilà. Et malheureusement, cette fois-ci, je ne peux pas assister à cette conférence, mais je redonne beaucoup. Oui, je connais un peu le sujet. Bonne soirée à tous. Merci. Bon, sans prétention, on va faire un petit voyage. On va suivre l'eau et le cycle de l'eau dans la montagne. Et puis, on abordera un petit peu les problématiques, Olivier les a esquissées, de l'évolution de la ressource en eau en contexte de changement climatique. Donc, moi, je m'appelle Jordan Ray. Je suis chargé de projet transverse. Et puis, l'eau, c'est un sujet qui m'intéresse depuis très longtemps. Et l'eau en montagne, c'est un enjeu de premier plan à l'échelle mondiale. Ça fait partie des zones les plus vulnérables. Donc ça questionne beaucoup. Ici, vous avez la Gouye du Salin et le merveilleux lac naturel de Tignes. Donc le voyage de l'eau en montagne, on va balayer, alors ça c'est des généralités primaires, hein, mais malgré tout, ça ne sera pas une perte de temps de rappeler un petit peu le cycle de l'eau en montagne. Et puis ensuite, on abordera les ressources et usages de l'eau, plus spécifiquement à Tignes, mais d'une certaine manière, en haute montagne, c'est un petit peu les mêmes usages. Et puis, une fois qu'on aura dressé un petit peu ce tableau, on abordera l'eau et les changements climatiques, avec quels sont les grands enjeux, même s'ils sont assez évidents, et puis comment les changements climatiques perturbent le cycle de l'eau. Et on fera un focus particulier sur les glaciers. Et enfin, on restera sur une ouverture avec des perspectives de solutions. Et là, ce n'est pas moi qui vais parler, je vais vous faire travailler. C'est bien mieux. En fait, Tignes a une stratégie qui est en train de se construire et qui est en train de se mettre en place sur la gestion de la ressource en eau. Mais le but, ce n'est pas d'étaler la stratégie telle qu'on l'a envisagée, mais plutôt de discuter
sur la manière dont on pourrait envisager les choses, compte tenu de ce que je vous ai dit. Commençons. Par le voyage de l'eau en montagne. Donc, l'eau des océans et l'eau des continents s'évaporent au niveau des océans et s'évapotranspire au niveau des continents. C'est un mix entre de l'évaporation sur des surfaces nues et de la transpiration des végétaux. Dès que les végétaux transpirent, évidemment, ça passe sous forme de vapeur. Et une fois que c'est dans la vapeur, sous forme de vapeur dans l'atmosphère, ça se condense en micro-gouttelettes d'eau, donc ça repasse en forme liquide. Et puis ces micro-gouttelettes d'eau condensées, elles viennent précipiter sur les continents. Alors, en plus particulièrement sur les reliefs, où on a encore plus de précipitations. Ensuite, cette eau, elle va ruisseler, elle va éventuellement s'infiltrer, alimenter nos nappes souterraines. Elle va alimenter les cours d'eau, retourner dans l'océan et refaire un nouveau cycle. Une petite question pour vous. Quelle est la spécificité de la montagne par rapport à ce grand cycle de l'eau? Qu'est-ce qui est particulier en montagne qu'on n'a pas forcément en plaine, par exemple? Exactement. C'est la forme solide de l'eau, qui est assez déterminante, sous forme de neige et de glace. Et puis, dans les infractuosités des roches en altitude, c'est sous forme de permafrost. Donc, on la trouve sous toutes ces formes, et ça aura une importance pour ce que je vais dire plus tard. Donc, l'eau sous toutes ces formes. Pourquoi? Alors, il y a un peu la réponse. En quoi c'est déterminant qu'elle passe à un moment donné en phase solide? Le stockage. Absolument. Le stockage, ça va différer son ruissellement. Et c'est super important parce que justement, elles tombent pendant l'hiver et puis elles font gentiment au printemps jusqu'au début de l'été. Et puis du coup, ça alimente les cours d'eau plus longtemps dans le temps. Donc effectivement, ça favorise un stockage différé. Il y a une autre chose, c'est qu'on a généralement des pentes assez fortes. Et donc ça favorise le ruissellement et le drainage. C'est bien connu dans les risques en montagne, quand on a des fortes précipitations parfois, et on en a vu encore en novembre dernier, avec des dégâts un petit peu partout, des ruissellements, et puis des laves torrentielles qui se forment, des routes qui se déchaussent, etc. C'est un classique de la montagne. Ça s'accélère un petit peu avec les changements climatiques. Et un dernier point qui découle de celui-ci, c'est les régimes des cours d'eau qu'on peut trouver. Alors, c'est des noms un peu barbares, mais il y a des régimes glaciaires, glacio-nival, nival, niveau-pluvial. Glaciaire, c'est quand on a un cours d'eau qui est connecté directement à un glacier, et son débit, c'est-à-dire son régime, son débit, quand on le regarde à l'échelle d'une saison, il est conditionné par la fonte du glacier. Et c'est essentiellement ça qui explique sa variation dans le temps. Pour le glacio-nival, c'est un mixte entre un glacier et de la fonte de neige. Et nival, c'est essentiellement la neige qui conditionne le débit du cours d'eau, et niveau pluvial, c'est un mélange entre les deux. Et vous verrez en quoi les changements climatiques aussi influent sur le passage d'un régime à un autre. La ressource en eau et les usages de l'eau à Tignes, et à plein d'endroits en montagne. Est-ce que vous pouvez me citer des usages classiques de l'eau, un peu par hiérarchisation? L'agriculture. Alors en plaine, l'agriculture, c'est ce qui va, pas l'agropastoralisme, mais l'agriculture, c'est ce qui va consommer le plus d'eau. Et puis c'est de l'eau qui n'est pas rendue au milieu naturel, c'est de l'eau qui va essentiellement s'évaporer. Donc c'est un poste de dépense énorme en eau. En deuxième position, qu'est-ce qu'on a? Pardon? Ah, les animaux, pas tant, c'est assez peu. En montagne, ça peut, parce qu'on peut avoir l'été de la ressource qui se tarit ou qui devient assez vite faible, et ça peut poser des problèmes, mais c'est très peu en vérité, c'est l'épaisseur du crayon. J'ai entendu l'industrie. Alors l'industrie, en haute montagne, très peu, mais ça peut utiliser de l'eau, mais c'est généralement de l'eau qui sert à refroidir des turbines, et c'est de l'eau qui est rendue généralement au milieu naturel.
Donc ce n'est pas de l'eau véritablement consommée, mais effectivement c'est un des usages de l'eau. Il y a des fois de l'eau qui rentre dans des procédés industriels, mais c'est très peu d'eau en vérité. Donc on a cité l'industrie et l'agriculture. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'eau potable, absolument. C'est un des plus importants. Du reste, à Tignes, c'est le plus important. L'alimentation en eau potable, c'est environ 1 million de mètres cubes prélevés par an, pour une consommation de 700 000. Hop. En haute montagne, à plus forte raison, pour des montagnes qui sont supports de stations de ski, on a la neige de culture. Alors ça, c'est pareil, c'est de l'eau qui est prélevée à un moment donné dans le milieu naturel, mais qui est redistribuée au milieu naturel. À ceci près qu'il y a une partie qui s'évapore, mais on estime qu'il y a environ entre 80 et 90% de l'eau qui est disséminée dans la montagne sous forme de neige de culture qui va retourner au milieu naturel. Donc 500 000 m3 environ par an, c'est des fois moins, des fois légèrement plus, pas beaucoup plus. L'hydroélectricité, alors c'est un usage industriel. L'hydroélectricité, ça rentre dedans. On a EDF qui fait beaucoup d'eau, mais il y a aussi Tignes Energy un petit peu, qui a une microcentrale avec une turbine. L'agropastoralisme un petit peu, et puis golf et puis espace vert, c'est anecdotique. Hein. Regardez les volumes. Voilà, bon, c'est plusieurs ordres de grandeur, ça se voit même pas. Bon. Malgré tout, quand on a vraiment peu d'eau, ça peut commencer à compter. Ce que je veux dire par là, quand on fait l'inventaire de tous les usages qu'on a en montagne et à plus forte raison à Tignes, c'est qu'on est capable, dans les années à venir, de se projeter sur l'évolution des besoins. Que ça soit pour l'alimentation en eau potable, et ça aura plutôt une tendance à la baisse, que ça soit pour la neige de culture, avec une tendance, si on veut compenser les changements climatiques, à la hausse. On verra après quelle est la bonne stratégie à adopter. L'hydroélectricité, ça, j'ai pas de données, mais ça va beaucoup changer. Les changements climatiques vont beaucoup changer les modalités d'utilisation de l'hydroélectricité. L'agropastoralisme, on a vu en 2002 des grosses crises avec des troupeaux ravitaillés par des hélicoptères. Enfin, ça devient très vite très compliqué pour les troupeaux. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Et les ressources qui sont exploitées, c'est que des eaux souterraines à Tignes. Et c'est plusieurs captages, dont notamment un très très gros au niveau du vallon de la Sassière. Et donc on le capte au niveau du vallon de la Sassière. Et ensuite, elle arrive par une canalisation en gravitaire sous le lac du Chevril actuellement. Et elle remonte au niveau des Almes. Et c'est ça qui fait l'essentiel de la ressource en eau qu'on utilise. Donc on est capable de se projeter, de comprendre et puis de savoir quelle sera l'évolution dans les années à venir de nos consommations en eau. Par contre, on a de grandes difficultés à projeter l'évolution de la ressource, sa disponibilité. Est-ce qu'elle sera très abondante ou en déclin? Alors spoiler, elle sera en déclin. Sauf cette année. Donc, on a vu comment fonctionnait en état actuel, et puis maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on met un peu de changement climatique dans tout ça? D'abord, les enjeux. Il y a un grand oublié. J'ai parlé de tous les usages de l'eau. Il y a un grand oublié, c'est volontaire. D'après vous, qu'est-ce que c'est? Parce que là, c'est très anthropocentrique, ce que j'ai dit. C'est comment on se découpe les parts du gâteau, et puis... C'est? Non. Qui a besoin d'eau à part nous? Tout. Les milieux aquatiques, la faune, la flore, tout a besoin d'eau. Tout. Donc c'est volontaire, j'ai fait semblant de l'oublier, mais évidemment, c'est la nature exceptionnelle et sensible qui dépend de l'eau. Donc voilà, les grandes questions qui se posent, c'est comment... en contexte de changement climatique, comment les changements climatiques perturbent le cycle de l'eau, on va le voir après, et puis comment on peut garantir le maintien de nos milieux naturels et nos usages en contexte de changement climatique. Un petit peu de bibliographie issue de la littérature scientifique. Je vais aller rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails. La courbe noire, c'est l'état actuel d'un débit d'un cours d'eau alpin.
avec des débits très faibles, janvier, février, mars, avril. Et avril, on commence à avoir la neige qui commence à fondre, qui est abondante sur les bassins versants, qui commence à fondre. Mai, juin, on a les pics de débit au niveau des cours d'eau. Et puis ensuite, une fois qu'on a fondu toute la neige, ça décline. Et on a des niveaux quand même assez hauts l'été, qui sont liés au fait qu'il y a un petit peu de pluie, mais qui sont surtout liés au fait qu'on fond des ressources glaciaires, des glaciers. Et ensuite, on recommence un cycle avec des bases eaux, on va dire, en hiver, et puis on recommence. Qu'est-ce qui va se passer en 2050-2080? Ce sont les enveloppes bleues, ce sont les deux enveloppes bleues. Vous allez avoir des débits très importants l'hiver, parce que vous allez avoir moins de neige sur les bassins versants et beaucoup plus de pluie. Ensuite, vous allez faire des stocks de neige beaucoup plus faibles, et vous allez les fondre un mois plus tôt. Et ensuite, forcément, vous allez fondre votre neige plus tôt, vous allez avoir moins de glaciers, et vous allez avoir des débits très faibles l'été. Alors ça, c'est au niveau de la Durance au Serre-Ponçon. Il n'y a déjà plus beaucoup de glaciers, donc on est déjà dans une situation relativement basse, et ça va continuer de baisser. Mais c'est ce qu'on peut s'attendre à voir à Tignes. Donc voilà la tendance. Le régime, on en parlait. On passe d'un régime niveau glaciaire, on a un glacier plus de la neige à Tignes, et on va passer tranquillement à un régime nival, puis pluvio-nival. C'est-à-dire qu'on va avoir plein de flotte, enfin plein de pluie, et puis un peu de neige, et puis ça va se mélanger entre les deux. On a à peu près les mêmes quantités de précipitations, même si on se situe en 2050-2080 pour ce que prédisent les experts. Par contre, elle est répartie complètement différemment dans le temps. Et puis, surtout, elle tombe plus sous forme liquide que solide, beaucoup plus qu'avant. Un petit exemple qui n'est pas du tout anodin, on parlait d'hydroélectricité. L'hydroélectricité, ça c'est l'usage actuel au Serre-Ponçon. Donc janvier, février, mars, avril, mai, jusqu'à décembre. Vous avez l'état actuel, c'est que vous videz votre barrage l'hiver pour produire de l'hydroélectricité. C'est le cas au barrage du Chevril. Vous produisez de l'électricité en couplage avec les centrales nucléaires. C'est un couple qui fonctionne très très bien. Et puis à la fonte, vous remplissez votre barrage. Et une fois que votre barrage est plein, vous avez vos activités nautiques estivales au niveau du Serre-Ponçon. Tout le monde est content. Ça marche très bien. Qu'est-ce qui va se passer en 2080 et 2050? Déjà, vous allez avoir une baisse de production en 2080 de 20%, ce n'est pas anodin pour EDF. Et à quel moment vous allez produire votre électricité? Le dogme, c'est l'hiver. Là, vous allez produire l'été. Vous allez remplir votre bassine l'hiver, vous allez la vider l'été. On change complètement de paradigme. On inverse complètement la logique. Et ça veut dire que là, en fait, c'est pas par plaisir que EDF va vouloir turbiner l'été, c'est par nécessité. C'est-à-dire qu'à l'aval de la Durance, vous avez tout le bassin méditerranéen, et il faut amener de l'eau pour l'agriculture. C'est ça, et l'alimentation en eau potable. Et c'est ça le deal. Et du coup, toute cette électricité, elle va servir à alimenter des clims. L'été, il y aura besoin de moins d'énergie l'hiver parce qu'il fera très chaud. Et puis l'été, il fera très, 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 très chaud. Et du coup, on aura besoin de faire tourner des clims. Un petit focus sur les glaciers. Ça, c'est le glacier de la Grande Motte à Tignes. C'est son état à peu près sain dans les années 80. Et puis, ça, c'est l'état en 2019. Et il avait déjà perdu 70% de son volume et seulement 30% de sa surface. Et 40 mètres d'épaisseur en 40 ans, donc 1 mètre par an. La tendance, elle s'accélère, là on est plutôt à 3 mètres par an. Et donc ça, c'est quelque chose qui est rétrospectif, on regarde le passé. Quand on regarde le futur, 2023-2033, ça c'est le glacier à peu près actuellement, et ça c'est dans 10 ans. Donc ça c'est un glacier, ça c'est pas un glacier. J'ai une petite animation. 2023, c'est des modèles validés, tout ça c'est très scientifique. 2023, 2024, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Et donc il restera un petit peu de glace là, un petit peu de glace là. Ça n'existera pas parce qu'il y a un petit effet d'archipélisation qui fait que ça va fondre plus vite. Mais du coup, toute cette masse de glace qui participait au cycle de l'eau,
et qui succédait à la fonte de la neige. Donc la fonte de la neige, elle va arriver un mois plus tôt. Puis après, il y avait le relais de la glace. Et bien là, on va avoir la fonte beaucoup plus tôt, des volumes de neige moins importants, donc moins d'eau, et le glacier qui ne fera plus son œuvre. C'est la notion de peak water, c'est renseigné dans la bibliographie scientifique. En fait, on a à un moment donné un maximum de contribution de notre glacier jusqu'à ce qu'il périclite. Et c'est ce qu'on a observé en 2022. C'est le pic qu'on voit là. Alors, il est moins beau, mais... Et en 2033, il restera... le glacier, là, il participait à 5 millions de mètres cubes. Donc, ça équivaut à 5 fois ce qu'on prélève pour l'alimentation en eau potable. Et en 2033, il participera à 1 million de mètres cubes. Donc, ce sera divisé par 5. Et puis, après, il n'y aura plus rien. Hein. Donc, on continue la courbe, quoi. C'est pas très gai, ce que je raconte. Mais ça veut dire qu'il faut anticiper et qu'il faut s'organiser, parce que c'est pas du tout une fatalité, on sait faire avec moins d'eau, mais il faut quand même adapter un petit peu nos activités et puis notre façon de la consommer. Déjà, il faut connaître de quoi on parle. Donc à Tignes, on lance pas mal de campagnes de mesure de la ressource en eau. Ici, vous avez l'exemple d'un traçage qui a été fait sur... c'est un colorant qui n'est pas dangereux pour la santé. C'est un traçage qui a été fait sur le glacier de la Grande Motte, qui tombe dans des moulins. Et ces moulins, après, s'infiltrent. Je vais vous montrer un petit peu tout le trajet de l'eau. Ils s'infiltrent dans un karst, c'est une formation souterraine perméable. Et puis ensuite, il va alimenter les sources et le lac de Tignes. Vous avez la gouille du Salin. Vous avez une interconnexion entre le glacier et la gouille du Salin. Quand vous mettez du traceur à un côté, il ressort à l'autre. Ce qu'on a fait du coup en octobre dernier, il est sorti 3 mois après au Lavachet, à la gouille du Salin. Résultat assez intéressant. Les moulins glaciaires, ça c'est une exploration de cordistes dans ce qui reste du glacier. À cet endroit-là, il fait encore 50 mètres d'épaisseur. Donc vous avez des beaux puits dans lesquels s'infiltre l'eau. Et vous avez, donc ça c'est le grand puits de 50 mètres. Puis une fois que vous êtes au fond, vous avez des petits goulets où vient s'écouler l'eau et s'infiltrer l'eau. Ça, c'est un spéléologue, une image assez impressionnante, qui rampe sous 50 mètres de glace avec de l'eau froide qui lui tombe dans le cou. Moi, on me paye, j'y vais pas. Hein. Des explorations dans le karst. Donc, il se trouve qu'à Tignes, la particularité de la géologie, j'en ai pas parlé, c'est qu'elle est très infiltrante. On a beaucoup de vallons secs. On a beaucoup de vallons où on pourrait s'imaginer, s'attendre à ce qu'il y ait un cours d'eau. Il n'y a pas de cours d'eau. Ou alors il coule qu'un tout petit peu à la fonte. Et après, il s'assèche très vite. C'est parce qu'en fait, on a une géologie qui infiltre l'eau et qui l'envoie en souterrain dans des grandes nappes. Et c'est ce qui fait qu'à Tignes, on serait plus résilient au réchauffement climatique parce qu'on est capable de stocker l'eau un peu plus longtemps en souterrain. C'est une maigre consolation, mais on va quand même s'en satisfaire. Donc voilà, des spéléologues qui font des explorations, qui mettent des sondes, et puis après on interprète les résultats des sondes, et puis on comprend mieux comment ça fonctionne. Des études aussi sur le lac qui est un joyau de Tignes, et qui, lui, sera comme le reste, impacté par les changements climatiques, et les eaux continentales chauffent plus vite que l'atmosphère. Donc le lac il va chauffer fort. Voilà, je vais vous montrer quelques graphes après. Donc on l'étudie, on a de l'université qui installe des sondes et puis qui rend des rapports très intéressants. Donc on fait aussi des mesures sur le bassin versant. Donc là c'est très compliqué. C'est juste pour dire qu'on a plein de petits cours d'eau, de sources, de machins, de bidules, et on les mesure à plein d'endroits avec des sondes. On mesure les débits et on essaye de comprendre un petit peu comment ces débits évoluent dans le temps. Donc voilà pour le bassin versant de Grande Motte. Et puis il y a la même chose pour le bassin versant de la Sassière. On est en train d'équiper tout ça pour mieux comprendre comment tout ça fonctionne. Voilà des exemples d'endroits où on fait des mesures de débit et puis à des endroits où on peut mettre des sondes pour mesurer ces débits. Une fois qu'on a bien équipé, qu'on a bien mesuré, qu'on a bien compris comment les choses fonctionnaient, on est tenté de modéliser. Modéliser parce que l'avantage des modèles, c'est qu'ensuite on peut leur appliquer des scénarios de changement climatique
Par exemple, on diminue la ressource de 20%, on augmente la température de temps, on fait ceci, on fait cela, et on voit l'impact que ça a sur la ressource. On mesure pour comprendre, une fois qu'on a compris, on modélise. Ça permet d'anticiper après, on a des scénarios sérieux pour se dire, bah, voilà, la ressource elle diminue de temps, quelle est la stratégie derrière qu'on met en place pour pouvoir faire face. J'en parlais des modèles, ça c'est pour le lac de Tignes, c'est les eaux continentales, donc là on est à 2020, on doit être par là, présent d'ailleurs c'est pas tout à fait juste. Et puis bah, forcément il y a plusieurs scénarios pour les RCP là, du GIEC, des scénarios pessimistes, moyens et optimistes, bon celui-là il n'arrivera jamais, et on sera quelque part entre ces deux-là. Donc forcément, le lac de Tignes entre plus 6,5 et plus 8,5, c'est beaucoup. Hein. Enfin, c'est particulièrement notable. Donc un lac, il y a des chances qu'il change. Les poissons ne vont pas être les mêmes, la biologie, la faune, la flore ne va pas être la même. Donc c'est quelque chose qui s'anticipe et qui peut s'accompagner. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Et puis modéliser, on lance cette année une thèse de doctorat sur justement le travail de se servir de ces données, toute cette connaissance, pour essayer de comprendre comment les changements climatiques vont impacter la ressource en eau. Donc c'est en cours. Maintenant, ça va être un petit peu à vous de travailler. D'après vous, compte tenu de ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant, la manière dont va évoluer la ressource, par usage, que j'ai présenté ici, quelle pourrait être la bonne stratégie, quelles pourraient être les pistes. Ça peut être dans le désordre, hein, peu importe, mais on a déjà esquissé quelques solutions pour l'hydroélectricité. Je crois qu'on en a discuté un tout petit peu pour l'alimentation en eau potable, avec les effets de sobriété. Qu'est-ce qui pourrait vous venir comme action